Je m'appelle Marcus Douiré, lors de Thanksgiving dernier, j'ai découvert ma place dans la famille de ma femme. J'ai 34 ans, je suis marié à Lorraine depuis 6 ans et, bien que nous n'ayons pas encore d'enfants, nous partageons notre maison avec 2 chiens adoptés qui nous remplissent de rire. Nous avions traversé quelques mois difficiles, la pression des délais sur mes projets de design freelance, les heures supplémentaires de Lorraine dans l'agence de marketing, mais je croyais que notre partenariat était solide. Sa famille, en revanche, semblait être un monde à part. Dès le premier jour, son père, Russell, m'a clairement fait comprendre qu'il ne me considérait pas comme le meilleur. Il était de la vieille école, autoritaire et fier de posséder 3 concessions automobiles. L'argent et le statut social étaient sa devise, et un designer travaillant à domicile ne correspondait tout simplement pas à sa définition du succès. Le matin de Thanksgiving s'est levé clair et froid. Lorraine m'a embrassé avant le lever du soleil, enfilant son manteau et préparant la vaisselle pour la maison de sa sœur Massy. Elle a dit qu'elle voulait arriver tôt pour aider aux préparatifs. Je lui ai dit que j'allais terminer une visite client, puis que je m'approchais en voiture et je lui ai fait signe de la main lorsqu'elle a quitté l'allée. Je me suis habillé avec soin, une chemise impeccable, un jean foncé, des mocassins propres, et j'ai pris une bouteille de chardonnay à la main. Le vin était un geste de paix, un geste de bienveillance. Je me suis glissé au volant, j'ai ajusté le rétroviseur et j'ai engagé le volant dans la rue calme. En m'engageant dans la longue allée circulaire de la maison familiale de Lorraine, j'ai ressenti une vague de nervosité familière. Une lanterne vacillait près de la porte d'entrée. J'ai ralenti et j'ai fait signe, imaginant le sourire chaleureux de Lorraine en entrant. Au lieu de cela, j'ai vu Russell debout dans la lumière grise du matin, les bras croisés avec assurance sur la poitrine, un sourire poli mais moqueur aux lèvres. Il attendait près de la lanterne, vêtu d'une veste de sport en tweed et d'un pantalon impeccablement repassé. Tout à fait le patriarche qu'il aspirait à être. Il n'a même pas jeté un coup d'œil au vin. J'ai arrêté la voiture, le cœur battant, et je le lui ai offert par la fenêtre ouverte. Joyeux Thanksgiving, monsieur, dis-je avant de pouvoir la lui tendre. Il me toisa de la tête aux pieds, comme s'il inspectait un moteur défectueux. Tu n'étais pas invité, Marcus, dit-il, sur un ton communicant, mais froid. Rentre chez toi. Son sourire s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Je serrai la bouteille plus fort. Excuse-moi, réussis-je à dire, surprise et blessé. Mon estomac se serra. À l'intérieur, par la grande baille vitrée, je voyais Lorraine, Massy et leur mère, Patricia, assises à une longue table. La nappe en lin blanc brillait sous le lustre. Les chandeliers vacillaient et les verres en cristal scintillaient. Des rires s'échappaient par la fenêtre, mais aucun ne m'était destiné. Plus douloureux encore, l'ex-mari de Lorraine, Darren. Oui, l'homme dont elle avait divorcé avant de me rencontrer, était assis à côté d'elle, son sourire facile dirigé vers la conversation autour de lui. Il leva un verre pour un toast jovial, inconscient que sa place à table était un affront calculé. Ma vision se brouilla un instant. Je me suis souvenu de toutes les paroles pleines d'assurance que j'avais dites à Lorraine ces dernières semaines. Des promesses d'amour, des promesses de stabilité, et j'ai réalisé à quel point elles me semblaient creuses. J'ai hoché la tête brièvement, posé la bouteille de vin sur l'herbe près de ma portière conducteur et me suis glissé derrière le volant. Russell l'observait passivement tandis que j'avançais. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je me suis contenté de partir. Tandis que le moteur de la voiture m'emportait dans l'allée, j'entendais encore l'écho lointain des rires dans cette maison que je considérais autrefois comme ma maison. 2 pâtés de maison plus loin, je me suis garé dans une station-service déserte, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis en silence pendant 5 bonnes minutes. Mon cœur battait la chamade, les paumes moites sur le volant. La fraîcheur matinale filtrait par la vitre entrebâillée. Je pouvais presque sentir l'odeur de la dinde qui cuisait, des tartes à la citrouille, des épices sur la table à l'intérieur de cette maison. Un arôme que je ne sentirais jamais avec la famille de Lorraine. Mon téléphone était posé sur le siège passager, bourdonnant de notifications inachevées. Je l'ai attrapé, le pouce planant sur des noms familiers. Qui ai-je appelé en premier? Mon avocat? Ma mère? Une vieille amie pour me consoler? Non. J'ai appelé Kendra, mon associée et confidente, la seule personne qui organisait des fêtes sans filtre, un podcast où des invités anonymes partageaient des histoires de trahison familiale. En quelques secondes, sa voix grésilla, curieuse. J'ai murmuré toute l'histoire d'une traite. L'allée, le renvoi brutal, la vue de Darren riant à côté de Lorraine.
Kendra, choquée, s'est mise à rager au bout du fil. Voulez-vous que je publie ça maintenant, a-t-elle exigé. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Juste les faits, pas de nom. 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Vibration, appel manqué, SMS. Le nom de Lorraine est apparu, puis celui de Massies, puis celui de Russell. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai vu le message se propager comme une traînée de poudre. Un designer freelance apporte du vin à Thanksgiving. On m'a dit de rentrer. Pas de place à table. Des inconnus anonymes se sont ralliés à moi, condamnant la cruauté. Puis Kendra a posté une photo de la bouteille de vin posée sur l'herbe, avec la légende suivante, il a apporté le vin. Ils ont apporté le silence. Le caractère définitif de cette image m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. Je me suis adossé, j'ai expiré lentement et j'ai réalisé que j'avais le choix, ravaler ma douleur et faire comme si de rien n'était, ou accepter. Je n'aurais pas dû être surprise, mais j'ai quand même ressenti la vive émotion de la trahison lorsque ces mots ont atteint ma cible. Tu n'étais pas invité, Marcus, dit Russell d'une voix emplie de dédain poli. Son demi-sourire me fit l'effet d'un scalpel sur la gorge. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre de la voiture et aperçus la silhouette de Lorraine dans la salle à manger, les épaules droites, la tête penchée en pleine conversation avec Massy. Leur mère, Patricia, était assise au bout de la table, un verre de vin à la main, acquiesçant à chaque plaisanterie, à chaque commentaire. Et là, assis à côté de Lorraine, se trouvait Darren. Il croisa mon regard une fraction de seconde et leva son verre, un large sourire aux lèvres, comme s'il avait gagné ça. Place sans effort, comme si j'étais l'intrus. Ma poitrine se serra. Je serrai le volant et me forçai à respirer. Excusez-moi, dis-je d'une voix basse mais ferme. Russell ne bougea pas. Il refusa de croiser mon regard, comme si me regarder était indigne de lui. C'est une réunion de famille, répéta-t-il. Tu comprends? Je déglutis, sentant la bouteille de vin s'alourdir dans ma main. J'aurais pu discuter. J'aurais pu lui rappeler toutes ces années où j'avais accueilli Lorraine lors des fêtes de fin d'année, les plats que je préparais, la fois où j'avais prêté ma voiture à sa fille quand elle avait renversé du café sur la sienne. Mais plus rien n'avait d'importance. Il avait déjà décidé que je n'étais pas la bienvenue, et sa décision était définitive. Lorraine avait quitté la maison avec des ragoûts et des ingrédients, confiant en mon arrivée. Elle ignorait totalement que son père montrait la garde comme une forteresse, me tenant à l'écart. J'acquiesçai une fois, volontairement lentement, comme si j'acceptais une promesse grotesque. Je posai la bouteille de vin sur la pelouse impeccable, sentis son verre se presser dans ma paume lorsque je la relâchai. Puis je tournai la clé, entendant le moteur rugir, et je redescendis l'allée. En m'éloignant, je me demandais si Lorraine me chercherait un jour. Sortirait-elle, m'appellerait-elle, se pencherait-elle dans l'air mordant pour s'excuser? Ou allait-elle rester à l'intérieur, un verre à la main, prétendant que je n'avais jamais existé à cet instant? J'ai entendu la fin de son rire en passant sous la lumière du Porsche, et le son m'a fait l'effet d'un coup de couteau. J'ai continué à conduire, certain que je devrais m'expliquer plus tard pour la calmer, pour apaiser sa fierté blessée et la mienne. Mais à cet instant précis, j'avais besoin d'être seul. 2 pâtés de maison plus loin, je me suis garé sur le premier parking vide. Ce que j'ai vu. J'ai coupé le moteur, appuyé mon front contre le volant et fermé les yeux. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai suivi les rainures du cuir, essayé de calmer ma respiration. Mon esprit a rejoué ce moment. Le sourire complice de Russell, l'autorité froide de sa posture, la façon dont il s'est approprié l'allée. J'ai visualisé l'expression de Lorraine à travers la vitre. Était-ce de la surprise? Du remords, de la culpabilité, ou avait-elle simplement accepté son décret sans poser de questions? Je l'ignorais. Je ne la connaissais pas assez bien. Ma poitrine se serra davantage, un mélange de colère et douleur. J'ai ouvert la boîte à gants, sorti mon téléphone et regardé les noms à l'écran. J'ai pensé à envoyer un SMS à Lorraine immédiatement, à affronter Russell de front et à exiger des excuses. Mais je savais aussi que j'avais besoin de quelqu'un qui m'écouterait sans jugement, quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre. J'ai donc appelé Kendra, mon associée et amie, la créatrice du podcast Infiltré d'Holidays, où de vraies personnes partageaient leur trahison familiale pour un public anonyme. Elle a répondu dès la première sonnerie, joyeuse. « Salut, l'inconnu » a-t-elle dit. Je l'entendais siroter son café.
J'ai avalé ma salive, rassuré. Kendra, j'ai besoin de ton aide. Son ton a instantanément viré à l'inquiétude. Que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration et je lui ai tout raconté. Comment Lorraine est partie tôt. Comment j'avais prévu d'arriver plus tard, comment je suis arrivé avec du vin et du respect, et comment j'ai été refoulé comme un chien errant. J'ai décrit le rire de Lorraine aux côtés de Darren, son ex-mari, comme si notre vie commune comptait moins que son passé. Je lui ai parlé de l'autorité froide qui régnait dans les mots de Russell, et la façon dont Patricia s'est muette en complice. À la fin, j'avais la gorge nouée. Un silence s'est installé de son côté pendant un moment. Puis la voix de Kendra s'est enflammée d'une colère justifiée. C'est impardonnable, a-t-elle dit. Tu veux que je publie ça tout de suite? J'ai hésité anonymement, ai-je dit. Pas de nom. Compris, a-t-elle répondu. Quelques minutes plus tard, Kendra m'a envoyé un lien direct, un court message disant « La famille de ma femme m'a dit que je n'étais pas invité à Thanksgiving, alors j'ai laissé mon vin sur leur pelouse et je suis parti. Sans esclandre, sans drame. Peut-être que je mérite mieux. » En dessous, des inconnus ont commencé à commenter. Ils ont perdu le droit d'appeler ça de la famille, a écrit l'un d'eux. Je t'envoie des câlins, a dit un autre. J'ai vu les likes et les partages grimper, mon téléphone vibrait sans arrêt. Kendra m'a envoyé un message un instant plus tard. Tu veux que j'ajoute cette photo de la bouteille de vin que tu as laissée? Ça enfoncera le clou. J'y ai réfléchi. Une seule image pourrait tout résumer. L'intention, l'offrande, le rejet. Finalement, j'ai répondu « oui ». 20 minutes plus tard, la publication était mise à jour avec une photo austère de la bouteille de chardonnay posée sur l'herbe humide de rosée. La légende disait « Il a apporté le vin ». Ils ont apporté le silence. Les vannes se sont ouvertes. Mon téléphone a explosé de notifications, de messages privés de soutien, de condamnations criardes contre Russell et sa famille, de propositions de m'envoyer des restes de dinde. J'ai parcouru les réponses, le cœur battant la chamade, mêlé d'un étrange mélange de justification et de chagrin. À cet instant, conduisant sans but, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Transformer mon humiliation privée en déclaration publique. Et tandis que la nuit s'installait autour de moi, j'ai ressenti un calme étrange. J'avais peut-être perdu ma place à leur table, mais j'avais retrouvé ma voix, et je commençais tout juste à l'utiliser. J'ai quitté la rue calme pour m'engager sur le parking vide d'une station-service fermée, les pneus crissant sur le gravier tandis que je coupais le moteur et restais assis là, la poitrine haletante et les mains tremblantes sur le volant. Le soleil du début d'après-midi filtrait à travers le pare-brise, dessinant de longues lignes nettes sur le tableau de bord et illuminant la fine couche de poussière qui s'était déposée malgré mon dernier lavage. Je me suis penché en avant, appuyant mon front contre le cuir, essayant de stabiliser mon des pensées s'emballaient. Mon esprit repensait à chaque détail de la matinée. Le sourire triomphant que j'avais imaginé sur le visage de Lorraine à mon arrivée avec du vin. La façon dont Russell s'était gonflé d'autorité suffisante lorsqu'il m'avait refusé l'entrée. L'image de Darren, son ex-mari, levant son verre en signe de victoire. Et pire encore, l'absence de choc ou d'indignation de Lorraine face à l'injustice. À cet instant, assise dans le silence d'un terrain vague, j'ai pris conscience plus pleinement que jamais du poids du rejet. Mon téléphone était posé sur le siège passager, bourdonnant d'appels sans réponse de numéros que je ne connaissais que trop bien. Lorraine, Massy, Patricia, et même celui de Russell, rayonnant d'urgence. Je l'ai fixé un instant, les doigts brûlants de répondre, de m'excuser, d'expliquer que j'avais été exclu et que je n'avais jamais voulu faire de scène. Mais je connaissais aussi la vérité. Répondre en premier leur permettrait de façonner le récit, de me présenter comme l'instigatrice, celle qui a fait tout un plat pour rien. Non, si je voulais une quelconque mesure. Pour ne plus avoir de contrôle, j'avais besoin d'un témoin, d'une alliée au-delà des murs de cette famille. C'est alors que j'ai pensé à Kendra. Je me suis souvenu de sa confiance sereine chaque fois que j'appelais en cas de crise. De sa capacité à analyser les dégâts émotionnels et à me proposer une stratégie claire. Elle était la voix de la raison, celle qui ne me jugeait jamais pour avoir exprimé publiquement mes griefs dans le podcast que nous avions créé ensemble. J'ai tendu la main, déverrouillé l'écran et tapé son nom. Mon pouce est resté immobile une seconde avant d'appuyer sur « Appeler », l'impatience me tord dans le ventre. La ligne a sonné une fois, 2 fois, puis son ton familier et encourageant m'a accueilli. « Marcus, tout va bien ?» a-t-elle demandé,
la voix teintée d'une inquiétude sincère. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration, forçant les mots à dépasser le hochement de tête. Je dois te raconter ce qui vient de se passer, ai-je dit en expirant lentement pour qu'elle n'entende pas le tremblement. Puis je lui ai dit des phrases rapides et saccadées qui tombaient comme si j'arrachais un pansement. J'ai décrit comment Lorraine était partie ce matin-là. Avec un sourire et une promesse, comment j'étais arrivé plus tard avec un cadeau de vin, et comment son père, posté en sentinelle devant la grande demeure, avait refusé de me laisser entrer. J'ai peint la scène, le demi-sourire suffisant de Russell, la vue de Darren levant son verre à côté de Lorraine, le rire étouffé qui s'échappait par la fenêtre. Quand j'ai eu fini, la file d'attente est restée silencieuse un instant. Puis la voix de Kendra s'est adoucie. « Bon sang », a-t-elle dit doucement. « Je suis vraiment désolé. C'est impardonnable. » Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, et me suis passé la main dans les cheveux. Je me sens ridicule, ai-je admis, comme si j'exagérais. Mais ça m'a fait plus mal que tout. Tu n'exagères pas, a-t-elle dit fermement. C'était une humiliation délibérée. Tu mérites mieux que le silence et la honte. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Du soulagement peut-être, ou la confirmation qu'elle voyait les choses comme moi. Tu veux que je la publie, a-t-elle demandé. J'ai hésité, imaginant les conséquences, des inconnus lisant mon histoire, la sympathie du public qui m'envahissait et, inévitablement, les réactions de Lorraine et de sa famille. Une partie de moi a reculé à l'idée de diffuser un drame familial en ligne, mais une autre partie brûlait du besoin de retrouver ma dignité, d'amplifier l'injustice pour qu'elle ne puisse plus être étouffée sous une nappe parfaite. Oui, ai-je dit en relevant la tête d'un air anonyme. Juste les faits, pas de nom. Kendra était déjà en train de taper. Je vais le formater pour le site web du podcast et nos réseaux sociaux. Une photo à inclure? J'ai réfléchi un instant et je me suis souvenu de la bouteille de vin parfaitement placée, abandonnée comme une protestation silencieuse sur la pelouse impeccable. Oui, ai-je dit. La bouteille sur l'herbe. Elle dit tout. Compris, a-t-elle répondu. Donnez-moi 20. Nous avons raccroché et j'ai posé le téléphone à côté de moi, l'écran noir maintenant, promesse creuse d'un chaos imminent. J'ai fermé les yeux et laissé le silence du terrain vague m'envelopper. Dans ce silence, j'ai affronté le tourbillon d'émotions, la gêne, la colère, le chagrin et, de façon inattendue, une étincelle de pouvoir. J'ai réalisé que même si j'avais été exclu de leur maison, je n'étais pas impuissante. Je pouvais façonner le récit de ma propre vie. Je pouvais choisir la transparence plutôt que le silence et exiger le respect plutôt que le supplier. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification de Kendra. La publication était en ligne. J'ai déverrouillé l'écran et déplié le texte accompagné d'une photo saisissante de la bouteille de chardonnay. Les gouttelettes d'eau qui se reflétaient dans la lumière du soleil sur sa surface incurvée se détachaient sur l'herbe verte. La légende disait, il a apporté le vin. Ils ont apporté le silence. En dessous, les commentaires ont commencé à apparaître. Des mots d'indignation, d'empathie et de solidarité. Des milliers d'inconnus ont condamné la cruauté de la famille, ont offert des messages de soutien et ont partagé leurs propres expériences. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages privés de personnes proposant de m'envoyer des restes, des invitations à leurs propres vacances, et même un message d'un journaliste souhaitant m'interviewer pour un reportage humanitaire. J'ai parcouru les premières réponses, la poitrine gonflée par un mélange de justification et de vulnérabilité. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Lorraine. J'ai fixé son nom, mon pouce hésitant entre accepter et refuser. J'ai pris une grande inspiration et j'ai laissé le téléphone tomber sur la messagerie. Le message d'accueil enregistré et poli a été diffusé, puis sa voix a percé. Marcus, s'il te plaît, décroche. J'ai besoin d'entendre ta version des faits. Ma vue s'est brouillée, mais j'ai continué à parcourir les commentaires, observant des inconnus se rallier à ma défense. J'ai écouté la demande d'explication de Lorraine, j'ai ressenti l'attrait familier de l'amour et de la loyauté, mais aussi la douleur de la trahison qu'elle avait infligée. Je n'ai pas appuyé sur « répondre ». Au lieu de cela, je me suis assis, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé quelqu'un d'autre raconter mon histoire. Et tandis que la lumière du soleil se déplaçait, projetant des ombres allongées sur le terrain abandonné, j'ai ressenti une étrange paix. Je n'étais plus seul, plus sans voix, et plus assis à la mauvaise table. J'étais exactement là où je devais être, debout dans ma propre vérité.
J'ai vu mon téléphone s'illuminer d'une avalanche de notifications. Chacune d'elles était une petite impulsion de solidarité qui me semblait une bouée de sauvetage. Le message rédigé par Kendra se propageait à une vitesse fulgurante, déclenchant l'indignation sur les réseaux sociaux. J'étais assis sur le canapé du salon de mon propre appartement, les jambes repliées sous moi, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les stores et dessinant des rayures dorées sur la moquette. Mes chiens, Freya et Odin, s'appuyaient contre mes cuisses, leur tête lourde et chaude, comme s'ils sentaient mes turbulences et m'offraient un réconfort silencieux. Mon pouce tremblait tandis que je parcourais les commentaires. Honte à moi. Tu mérites des excuses. Tu as tout intérêt à être épargné. Des centaines, non, des milliers d'inconnus avaient témoigné de mon humiliation personnelle, condamnant tous la cruauté de Russell et saluant ma retenue. Pourtant, plus je lisais, plus je réalisais que le soutien public ne pouvait guérir la blessure qui s'était ouverte en moi. C'était une blessure creusée par ceux que j'aimais le plus. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message direct de Kendra. Tu veux que je laisse la photo? On peut l'échanger si c'est trop. Je marquai une pause, mon doigt sur l'écran. L'image de la bouteille de vin posée sur l'herbe humide était puissante, certes, mais je me demandais si j'exploitais ma propre douleur pour susciter la sympathie numérique. Je repensais au visage derrière les commentaires, au nom d'utilisateurs anonymes qui offraient de l'empathie sans contexte. Et je repensais aussi à la panique probable de Russell en voyant cette image placardée sur Internet. Une petite part de moi, pleine de défis, sourit. J'appuyai sur « Garder ». Puis mon téléphone sonna et le nom de Lorraine retentit. Un petit emoji en forme de cœur apparut sur l'écran. Je le fixai, la culpabilité et le désir me serrant les entrailles. Une partie de moi avait envie de répondre, d'entendre sa voix et de lui expliquer que je n'avais pas voulu envenimer les choses à ce point. Mais une autre partie, pardonnée par l'incrédulité, sentait qu'elle avait préféré le silence à la confrontation au moment le plus crucial. Je déclinai l'appel et le mis sur la messagerie. Quelques instants plus tard, son message arriva. Marcus, s'il te plaît, décroche. Tu dois me dire ce qui s'est passé, car tout cela n'a aucun sens. Je fixai l'icône de la messagerie, l'imaginant assise en face de moi, les yeux écarquillés par le choc. J'imaginais son regard, bref et incertain, vers Darren tandis qu'il tirait une chaise. Je voulais croire qu'elle avait été prise de court, que sa loyauté envers moi avait simplement vacillé sous la pression paternelle. Mais en écoutant à nouveau le son de sa voix se briser dans le haut-parleur, je réalisais que sa réaction sur le moment, aucune intervention, aucun cri, aucune protestation, en disait long. Je mis le téléphone de côté. Mon cœur battait la chamade. L'adrénaline de la justification publique commençait à s'estomper, remplacée par une solitude lente et douloureuse. Je sentais que le véritable jugement ne faisait que commencer. La série de notifications suivantes était composée de SMS et de messages vocaux de Massy. Son ton alternait entre accusations et supplications. Tu n'aurais pas dû rendre l'affaire publique. Tu vas ruiner notre famille. Lorraine a peur. Le nom de Russell est apparu 2 fois dans mon historique d'appels récents. Pas de message, juste des appels manqués que j'ai laissés sans réponse. J'ai réalisé que j'avais besoin de savoir ce que Lorraine croyait, quelle histoire son père lui avait racontée. Alors, inspirant profondément, j'ai tapé son nom et envoyé un SMS. Appelle-moi quand tu seras prête à parler. Je suis là. Puis j'ai reposé le téléphone et fermé les yeux. Le monde continuait son cours, inconscient de mon bouleversement personnel. À cet instant, j'ai repensé au soin avec lequel Russell avait préservé les apparences, à son masque de charme du Sud, à la poignée de main courtoise lors des événements familiaux, aux mots de félicitations qu'il envoyait lorsque Lorraine avait obtenu une promotion. Il se targuait de civilité et de bonnes manières en société, mais son contrôle était toujours tapi sous la surface, prêt à éclater dès que quelqu'un dépassait le cadre. Je repensais aux nombreux dîners où il jouait les hôtes bienveillants, trinquant à l'unité tout en jugeant silencieusement mon gagne-pain. Je me souvenais comment Patricia, la mère de Lorraine, avait ri à mes blagues, mais ne m'avait jamais regardé dans les yeux, comme si elle craignait de trahir son allégeance. Je comprenais maintenant que leur politesse n'était qu'un vernis. La fissure avait révélé son vrai visage ce matin-là, et de nouveau, dans la foulée numérique, mon téléphone vibra de nouveau. C'était April Castillo, la demi-sœur arrangée de Russell, qui m'avait contacté après avoir vu l'épisode du podcast. J'ai réécouté ton histoire. Son message disait, je me demandais, et si on réunissait nos histoires? L'union fait la force.
April et moi avions discuté brièvement après sa première prise de contact, partageant notre ressentiment mutuel envers un homme qui nous avait effacés toutes les deux de différentes manières. J'ai immédiatement répondu. J'aimerais bien. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions montrer au monde entier qui il est vraiment. La simple pensée de la solidarité avec April a réchauffé une partie de moi qui était devenue froide. Je me suis imaginé la rencontrer face à face, comparer nos notes, ressentir la douleur partagée du rejet. J'ai réalisé que révéler publiquement le comportement de Russell ne me concernait pas seulement. Cela pouvait concerner toutes les personnes qu'il avait contrôlées, toutes les voix qu'il avait réduites au silence. J'ai vidé ce qui restait de mon café, posé la tasse sur le rebord de la fenêtre et expiré. Une détermination silencieuse m'a envahi. Le masque que portait Russell s'était fissuré et il était impossible de le remettre en place. Je continuerai à braquer les projecteurs sur chaque pêcheur. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec une dernière notification. Instagram avait envoyé un message indiquant que le compte du podcast devait confirmer les droits d'auteur de la photo. Typique de la bureaucratie. Kendra et moi nous en chargerions. Pour l'instant, j'ai fermé mon ordinateur portable, pris Freya et Odin dans mes bras et les ai portés jusqu'à la cuisine où j'ai ouvert une boîte de nourriture pour chiens. Leurs queues impatientes remuaient, manquant dans les rythmes simples de l'attention et de la routine. J'ai pressé ma joue contre la douce fourrure d'Odin et murmuré, « Demain, je commence à reconstruire. » En remplissant leur bol, j'ai réalisé que reconstruire ne consistait pas à retrouver la vie que j'avais avec la famille de Lorraine. Il s'agissait de construire une nouvelle table, une table où le respect, l'honnêteté et le choix seraient les maîtres mots. Une table où moi et tous ceux qui avaient été exclus aurions toujours une place. Quand le message de Lorraine est arrivé, mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. Russell a dit, « Tu lui as dit que tu ne viendrais pas, c'est pour ça que Darren a été invité. » Chaque mot résonnait comme un coup de massue. Je fixais l'écran, le cœur battant, tandis que la réalité de leur tromperie s'imposait à moi. Je n'avais jamais dit une seule fois à son père que je n'irais pas à Thanksgiving. J'avais clairement indiqué que j'avais prévu d'y être un peu plus tard dans la journée. Mais selon leur version des faits, c'était moi qui avais annulé, celle qui avait perdu ma place à table. Je pouvais presque entendre la voix de Russell, suffisante et paternelle, déformer la vérité pour servir de récit. La trahison était plus profonde que n'importe quel congédiement poli. Ce n'était pas seulement l'indifférence. C'était le mensonge qui me présentait comme la méchante de ma propre histoire. À cet instant, mon esprit repensait à tous les souvenirs de notre mariage. Les premiers jours où Lorraine et moi cuisinions ensemble dans ma petite cuisine. Les rires qui jaillissaient au-dessus des casseroles de pâte bouillante. Notre premier Thanksgiving quand elle insistait pour que nous mêlerions nos traditions familiales. La recette de tarte aux noix de pécan de ma mère avec la sauce aux canneberges de sa tante. Les soirs où je veillais tard pour planifier notre avenir ensemble. Parler d'enfants, de voyages et du petit ranch que nous serions un jour les nôtres. Tout cela ressemblait à un rêve qui se dénouait petit à petit. J'avais cru que notre lien était assez fort pour résister à toutes les tempêtes. Mais voilà que j'avais la preuve d'une tempête que je n'avais jamais vue venir. Je réalisais combien de fois j'avais balayé d'un revers de main ces pics subtils, ces blagues forcées sur ma carrière de freelance, ces félicitations timides quand je décrochais de gros projets, ces regards distraits à son téléphone pendant le dîner. Je mettais tout cela sur le compte du stress ou de l'épuisement, sans jamais soupçonner que derrière chaque geste se cachait une loyauté plus profonde envers sa famille qu'envers moi. La colère montait en moi. De la rage contre Russell pour avoir déformé mes paroles. Contre Lorraine pour l'avoir cru si facilement, contre Patricia et Massy pour leur silence. Pourtant, sous cette colère se cachait une profonde tristesse. Savoir que quelqu'un que j'aimais plus que tout au monde avait accepté un mensonge plutôt que ma vérité. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone et attrapé un verre de whisky et versé une mesure de bourbon. Je tenais le verre dans mes mains tremblantes, le liquide ambré reflétant la lumière de la lampe comme une promesse de clarté. Je me suis dit que je ne me laisserais pas abattre par cela. Je retrouverais ma dignité et leur montrerais la vérité. J'ai passé la soirée à rassembler des preuves, mes échanges de mai avec Lorraine confirmant nos plans datant de quelques jours avant Thanksgiving. Les horodatages de notre agenda commun où j'avais bloqué l'après-midi et mentionné prendre un dessert en chemin. La photo que je lui avais envoyée par SMS de la bouteille de vin nichée sur le siège passager. Chaque morceau était un témoignage. J'ai copié les emails et les SMS dans un document que j'ai enregistré sur mon ordinateur portable. Lorsque j'ai murmuré à Freya,
arpentant la pièce avec inquiétude, elle m'a donné un coup de coude à la jambe comme pour me pousser à avancer. Odin se serra contre moi, une solidarité silencieuse dans ses yeux sombres de chiot. J'ai réalisé que j'avais des alliés, à quatre pattes et humains, qui croyaient en moi, qui voyaient au-delà du récit tordu de Russell. Tard dans la nuit, j'ai rédigé un article pour Kindra, un deuxième volet pour des faits sans filtre. J'ai décrit l'injustice d'être accusé d'être la coupable de ma propre histoire, la cruauté des involtes de voir ses intentions remaniées par quelqu'un qui cherche désespérément à protéger sa réputation. J'ai parlé de la douleur solitaire qui survient lorsque l'être aimé choisit de croire le mensonge d'un inconnu plutôt que vos paroles sincères. J'ai hésité avant d'envoyer, me demandant si je ne m'abaissais pas au même niveau de manipulation, en exposant mes griefs privés au grand jour. Mais l'idée de garder le silence me semblait une trahison envers moi-même et envers quiconque pourrait subir une injustice similaire. Alors, inspirant profondément, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, Kendra a répondu « Prêt pour le direct ?» J'ai cliqué sur l'aperçu. Le titre en gras, il a été blâmé pour son absence, suivi de mon récit et de capture d'écran des SMS et des emails. Mes reçus dévoilés. J'ai approuvé la publication et, en quelques instants, elle est apparue sur le site et les réseaux sociaux. La réaction a été immédiate et féroce. Des inconnus se sont ralliés à moi. J'étais étonné qu'un homme puisse être calomnié avec autant de désinvolture par ceux en qui il avait le plus confiance. Ils partageaient leurs propres histoires de trahison familiale, leurs commentaires formant un cœur d'empathie. Mes notifications débordaient de messages privés. J'ai vécu la même chose. Merci d'avoir parlé. Votre femme doit ouvrir les yeux. Alors que la nuit s'épaississait, mon téléphone s'est mis à briller de messages. Finalement, Lorraine a rappelé. Mon pouce a hésité, mais je me suis souvenu de la douleur de ses excuses timides plus tôt. De la façon dont elle avait répété le mensonge de Russell sans insister pour obtenir la vérité. J'ai laissé la boîte vocale une fois de plus. Je n'étais pas prêt à l'affronter. Pas avant d'entendre la vérité s'exprimer dans ses propres mots. Au lieu de cela, j'ai laissé mon téléphone face cachée, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai contemplé les lumières de la ville s'étendant à perte de vue. J'ai pensé à l'avenir. Allais-je me battre pour réparer cette brèche, ou allais-je accepter que certains murs, une fois construits, ne puissent être abattus? À l'aube, je me suis retrouvé à rédiger une vraie lettre à Lorraine. Pas un texto ni un message, mais une page manuscrite, un vestige de sincérité. J'écrivais mon amour pour elle, le lien que nous partagions autrefois, et le chagrin d'avoir été réduit au silence. J'écrivais que j'étais prêt à la rencontrer en personne, à tout donner et à reconstruire sur des bases honnêtes. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans une enveloppe adressée à son appartement et l'ai scellée d'une main tremblante. Plus tard dans la journée, en sortant pour la déposer dans sa boîte aux lettres, j'ai compris que raconter ma véritable histoire n'était que le début. Le reste, écrire un nouveau chapitre ensemble ou emprunter des chemins divergents, dépendait de nous deux. Pour l'instant, j'avais retrouvé ma vérité. Et ce faisant, j'avais trouvé la force de choisir la suite. Lorsque le message d'April Castillo est apparu sur mon écran, j'étais en train de trier les reçus et les messages vocaux de la famille de Lorraine. Son nom s'est affiché avec un numéro inconnu, indiquant simplement « April Castillo veut parler ». Ma première pensée a été la confusion. Qui est-elle? Puis je me suis souvenu de la brève mention de Lorraine. D'une demi-sœur aînée, une femme dont la vie a été interrompue à 17 ans lorsque l'image publique de son père a pris le pas sur toute responsabilité paternelle. J'ai appuyé sur le bouton pour accepter la demande. Presque immédiatement, sa voix s'est fait entendre. Calme, légèrement rauque, compatissante. Marcus, je suis April. J'ai fermé mon ordinateur portable sur la feuille de calcul contenant les preuves et me suis penché en arrière. J'ai reçu ton message. Ma voix était rauque dans le haut-parleur. Merci de m'avoir contacté. Elle a marqué une pause, puis a ri doucement. On aurait dit que tu avais besoin d'un allié. Je l'ai imaginé à l'autre bout de la ville, peut-être dans un appartement calme ou dans sa chambre d'enfant transformée en chambre d'amis, les murs résonnant encore de l'absence d'un père qui l'avait effacé. J'ai observé, a-t-elle dit. J'ai vu ce qui s'est passé à Thanksgiving. J'ai vu les messages sur le podcast. Je l'ai senti jusqu'au plus profond de moi. J'ai retenu mon souffle. Je suis désolé que tu aies dû le voir de cette façon. Le ton d'April s'est adouci. Je ne suis pas désolé. Parce que si je ne l'avais pas vu, je croirais peut-être encore être la seule qu'il traitait ainsi.
Ces mots me serrèrent profondément. Une bombe inattendue pour mon isolement. Je ne peux pas imaginer, dis-je. Il t'a complètement effacé? Elle soupira. À 17 ans, il m'a dit que j'étais un fardeau. Que je lui rendais la vie plus difficile devant ses amis, que je devais choisir entre lui et ma mère. J'avais choisi ma mère. Il a réagi en réécrivant l'histoire, en prétendant que j'avais fugué, que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Patricia a acquiescé, disant que c'était mieux pour tout le monde. Ma gorge s'est serrée. Je suis tellement désolé. La voix d'April s'est brisée un instant. J'y ai cru parce que je ne savais pas comment contrer un mensonge. J'étais seul. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes, ressentant le poids de sa douleur, comme si ses cicatrices étaient gravées dans mon âme. Tu n'es plus seul maintenant, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Je comprends. Je l'ai vécu ce matin. Nous avons passé l'heure suivante à échanger par SMS, puis au téléphone, à partager des moments de rejet et d'incrédulité. April m'a décrit les vacances qu'elle avait passées à imaginer que son père appellerait pour se réveiller dans le silence. Elle m'a raconté comment elle lui avait un jour envoyé un faire-part de mariage adressé personnellement, pour le voir retourner sans l'ouvrir, affranchi, avec l'adresse, inconnue. Mon cœur battait la chamade d'indignation. Il s'est tellement abaissé, ai-je dit avec amertume. Il a fait croire à ma femme que j'avais annulé ma propre famille. April a soupiré. C'est le propre des gens comme lui. Il contrôle le récit. Il vous manipule jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre réalité. J'ai arpenté mon salon, les chiens trottant sur mes talons tandis que l'histoire d'April se déroulait. Chaque parallèle dans nos expériences a creusé en moi une nouvelle détermination. Il faut que nous le disions aux gens, ai-je dit, pas anonymement cette fois. Non inclus. April a hésité. Je suis terrifié. Le dénoncer signifie affronter Patricia, Lorraine, tout le monde. Ils me traiteront encore de menteur. J'ai laissé le silence se prolonger. Puis j'ai dit, je serai à tes côtés. Nous partagerons la vérité côte à côte. Deux voix sont plus difficiles à ignorer qu'une seule. Un silence, puis elle a ri. Un son doux et tremblant, à la fois empreint de soulagement et de peur. D'accord, a-t-elle dit. Ensemble, nous avons planifié un appel pour le lendemain soir, où nous enregistrerions nos histoires en direct. Les détails de ma manifestation, vint sur la pelouse, et de son enfance effacée. J'ai ressenti un élan de solidarité, comme si j'avais tendu une bouée de sauvetage à quelqu'un en train de se noyer et que je l'avais trouvée flottante. Le lendemain, j'ai organisé les dossiers que j'avais compilés. Les emails confirmant mes plans, les transcriptions du podcast, et maintenant les photos d'enfance d'April, des photos d'une adolescente souriante dans les bras de son père, qui se sont ensuite transformées en photos où il se penchait, sa place à côté de lui vide. April m'a envoyé des légendes décrivant chaque instant. Sa fête d'anniversaire de 16 ans avec sa mère. Son père brillamment absent, une photo de remise de diplôme où sa mère tenait le diplôme tandis que la place de son père restait vacante. Alors que je préparais les images et le texte pour notre publication commune, je sentais le poids de la responsabilité peser sur moi. Il ne s'agissait pas seulement de me justifier. Il s'agissait de justice pour April et tout se réduit au silence par ses manipulations. Lorraine a rappelé dans l'après-midi. Je l'ai ignoré, me rappelant mon engagement à dire la vérité à ma façon. J'ai plutôt répondu au texto d'April. Prête pour ce soir, a-t-elle répondu. Moi aussi. Merci. Ce soir-là, je me suis connecté à la plateforme vidéo et j'ai attendu, la caméra au-dessus de mon bureau. L'écran a clignoté et le visage d'April est apparu, les yeux brillants de détermination. Nous avons échangé un bref signe de la main, nerveux. Puis, j'ai pris une inspiration et j'ai commencé à parler clairement. Je suis Marcus Dwyer. La famille de ma femme m'a retiré de leur Thanksgiving à la dernière minute, a menti sur mes intentions et m'a humilié publiquement en invitant son ex-mari à s'asseoir avec eux. Mon beau-père, Russell Castillo, a utilisé son statut pour contrôler le récit, et ma femme a cru à son mensonge. Ce soir, je te dis la vérité. Je marquai une pause et fis un signe discret à April, qui se pencha en avant. Je suis April Castillo, dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement que j'entendais. Il avait parlé de la fille qu'il avait effacée à 17 ans. Il avait raconté à tout le monde que j'avais fugué, que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Ma mère gardait le silence pour éviter les drames familiaux. J'ai passé des années à croire que j'étais en faute. Ensemble,
nous avons raconté nos histoires. J'ai partagé le deuil froid dans cette allée, le tournant brutal de la trahison en voyant ma femme sourire à son ex-mari. April détailla les blessures persistantes de ses illusions d'enfance brisées. Les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, se demandant si elle avait jamais été fidèle à son propre sang. Nous avons terminé par un appel à l'action pour lutter contre la cruauté familiale, croire les survivants du gaslighting et exiger des comptes de ceux qui utilisent l'amour comme arme. Lorsque nous avons terminé, un flot de messages est apparu. Des inconnus louaient notre courage, d'autres partageaient leurs propres histoires de trahison familiale, et certains proposaient même des ressources pour une thérapie et une assistance juridique. J'ai regardé le visage d'April sur l'écran, encadré par la douce lueur de sa lampe de table. Nous avons échangé un sourire fatigué mais triomphant. J'ai fermé mon ordinateur portable, sentant l'électricité de la solidarité collective me traverser. J'ai baissé les yeux vers Freya et Odin, qui levaient les yeux avec une douce curiosité. Et j'ai réalisé que je n'étais plus seule, plus réduite au silence, et plus obligée d'accepter le mensonge de quelqu'un d'autre comme ma vérité. J'avais trouvé ma voie et j'avais aidé quelqu'un d'autre à trouver la sienne. Et ce faisant, j'ai compris que la vraie famille se choisit, liée non par le sang ou le statut, mais par le respect, l'honnêteté et un soutien indéfectible. Ce soir, April et moi sommes devenus cette famille l'une pour l'autre, et cela a largement suffi à panser les blessures du passé. On a frappé à ma porte peu après midi. Un coup sec qui a résonné dans l'appartement silencieux et a fait battre mon cœur à tout rompre avant même que je réalise qui avait les mains de l'autre côté. J'étais penché sur ma table à dessin. Des croquis et des reçus s'étalaient comme les traces d'une vie que j'essayais de reconstituer quand je l'entendis. Un coup délibéré et impatient fit trembler le cadre. Ma gorge se serra et j'échangeai un regard avec Freya, qui leva les oreilles, perplexe. Je me levai lentement, les doigts effleurant la pile de papier, et me dirigeai vers la porte. Par le Judas, j'aperçus le visage de Lorraine, les yeux cerclés de rouge, et derrière elle, les larges épaules familières de Russell. Ma poitrine se serra à sa vue, et plus encore à la sienne, celle de l'homme qui avait brisé ma confiance. J'hésitais, un tourbillon d'émotions me turlupinant. Colère, douleur, désir. Mon doigt plana sur le loquet tandis que la voix de Lorraine se propageait dans le petit vestibule. Marcus, ouvre, s'il te plaît. Elle semblait fragile, vulnérable, rien à voir avec la femme confiante qui avait claqué la porte le matin de Thanksgiving. La voix de Russell suivit. Un grondement sourd. Tu nous as ridiculisés publiquement. Je veux que tu t'expliques. J'ai serré la mâchoire sous son accusation. Il n'avait jamais demandé le dialogue lorsqu'il m'avait interdit l'accès à l'allée. Maintenant, il exigeait des réponses parce que j'avais retrouvé ma voix. L'hypocrisie me laissait un goût amer. J'ai entr'ouverte la porte juste assez pour laisser entrer l'air frais et la lumière froide. Que veux-tu, ai-je demandé d'une voix égale. Freya se pressa contre mes jambes en gémissant doucement. Lorraine tendit la main comme pour me retenir, mais Russell s'avança, le regard brillant d'autorité. Tu as menti, ai-je lâché, l'interrompant. Tu lui as dit que je ne viendrais pas, que je ne voulais pas être là, et tu l'as laissé faire. J'ai fait un signe de menton vers Darren. Assieds-toi à cette table comme si c'était moi le fautif. La bouche de Russell se pinça. Les yeux de Lorraine brillèrent, et elle ouvrit la bouche, mais je levai la main. Ne dis pas que tu ne savais pas. Tu l'as cru. La voix de Lorraine tremblait. Je ne savais pas. Il m'a dit que tu avais changé d'avis. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, Marcus. Ma poitrine se souleva à ses excuses. Sincère, mais trop peu. Trop tard. Je secouai la tête. Tu ne savais pas parce que tu n'avais rien demandé. J'aperçus une lueur de douleur dans ses yeux. Blessé d'être accusé. Blessé d'avoir réalisé sa propre trahison. Derrière elle, Russell croisa les bras comme s'il se délectait de ma douleur. J'ai agi dans l'intérêt de ma fille, dit-il, comme si cela justifiait sa cruauté. Tu as embarrassé tout le monde. Je pris une inspiration, sentant le corps chaud de Freya contre ma cheville. Les chiens savaient toujours ce que je ressentais. Ils sentaient ma détresse et essayaient de me réconforter sans rien exiger. Je regardai Lorraine, sa voix tremblante. Marcus, s'il te plaît. Je t'aime. Je fermai la porte un peu plus grand, lui offrant un aperçu du monde que j'avais construit. Une table à dessin, des boîtes à pizza de mes nuits de travail tardif, des piles de maquettes,
et je lui ai montré la vie que je construisais sans l'approbation de sa famille. Je t'aime aussi, ai-je dit doucement, les mots coincés dans ma gorge. Mais l'amour ne signifie pas une confiance aveugle, a-t-elle avalé. Je suis désolé. Puis elle a regardé son père. Il m'a menti, papa. Il m'a dit que Marcus ne voulait pas participer à Thanksgiving. Pour la première fois, j'ai vu l'incertitude scintiller dans les yeux de Russell comme si elle avait percé une déchirure dans son armure. Il a ouvert la bouche, l'a refermée et a reculé. Les épaules de Lorraine se sont affaissées. J'aurais dû te le demander directement. J'avais peur de lui. Elle a touché le chambranle de la porte. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Ma poitrine s'est dénouée à ces mots, mais de vieilles blessures voulaient être mises à l'épreuve. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé doucement. Pourquoi pas alors? Quand tu as vu mon expression en m'éloignant, la voix de Lorraine a tremblé. Je me suis figé. Je ne voulais pas faire de scène. Je pensais que si je restais silencieuse, tout rentrerait dans l'ordre. Sa confession m'a serré les mâchoires. Tant de fois j'avais fait taire mes propres doutes pour préserver une façade d'harmonie. Normal, ai-je répété le mot, goût amer. Ce n'était pas normal. Russell a changé de position, son expression n'étant qu'un masque d'indignation. Je suis venu ici pour exiger que vous retiriez ces messages. Cette famille ne sera pas humiliée en ligne. Mon regard s'est posé sur lui, une détermination d'acier s'est enflammée dans ma poitrine. Je ne les retire pas, ai-je dit fermement, parce que vous m'avez humilié en premier. Il semblait prêt à riposter, mais Lorraine a posé une main douce sur son bras. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers moi. S'il te plaît, parle-nous. J'ai soupiré et me suis passé la main dans les cheveux. En moi, je luttais contre la part de moi qui aspirait à la réconciliation et la part qui brûlait d'une colère justifiée. Finalement, j'ai hoché la tête et j'ai entr'ouverte la porte. Entrez, dis-je en reculant. Le chien s'écarta d'un pas traînant, curieux mais méfiant. Mais on parle ici, c'est moi qui choisis les termes. Lorraine se glissa devant son père et effleura la mienne de sa main. Elle sentait la lavande et le regret. Russell entra nonchalamment, observant mon humble salon comme une galerie d'échecs. Je fermai la porte derrière eux et les conduisis vers le canapé. Lorraine était perchée au bord, Russell affalé avec l'aplomb d'un critique. J'étais assise en face, les chiens à mes pieds. Je brandis l'enveloppe contenant la lettre manuscrite que j'avais rédigée, empreinte d'honnêteté et de chagrin. Je la glissai sur la table basse. J'ai écrit ça pour toi. Dis-je d'une voix calme. Patricia, non. La mère de Lorraine aurait probablement préféré des SMS, mais c'était réel. Je marquai une pause, contemplai les yeux pleins de larmes de Lorraine. Lis-la quand tu seras prête. J'attendis que Lorraine déplie la lettre, ses lèvres remuant silencieusement sur les mots que j'avais lâchés. Mon amour, ma douleur, ma déception. Le regard de Russell passa de moi à la lettre. L'incertitude vacillait pour la première fois. Après un long moment, Lorraine plia soigneusement le papier et croisa mon regard. Je suis désolé, murmura-t-elle à nouveau. Je veux arranger ça. Sa sincérité me réchauffa le cœur. Mais la confiance, une fois brisée, ne se rachète pas facilement. J'expirai et hochai la tête. Parler, c'est un début, dis-je. Puis je jetai un coup d'œil à son père, qui semblait maintenant trahi, prêt, peut-être, à assumer les conséquences de ses actes. Mais les actes comptent plus. Lorraine me prit la main. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je l'observai un instant, jaugeant sa détermination. Puis je lui serrai la main et me levai pour aller chercher du café. Fort, honnête, pur. À mon retour, je posai 3 tasses sur la table et les regardai une à une. Commençons par là, dis-je avec sincérité. Et pour la première fois depuis une éternité, nous nous sommes tous assis ensemble, prêts à prononcer les mots qu'ils avaient trop longtemps taivus. Ce week-end-là, j'ai transformé mon appartement en salle de guerre improvisée. Reçu, transcription de SMS, en tête de mai, enregistrement de messages vocaux. Toutes les preuves que j'avais rassemblées jonchaient la table à manger, épinglées au tableau et scotchées au mur. Mes 2 chiens de refuge, Freya et Odin, parcouraient le dédale de papier avec leurs narines curieuses, reniflant le poteau jaune. C'est lui qui étiquetait chaque fragment. Confirmation d'invitation, SMS de groupe familial, transcription de podcast. Chaque élément me regardait comme une blessure,
un catalogue des trahisons que j'avais déchaînées sur le monde. Je me suis servi une autre tasse de café et j'ai étudié la première page. Une capture d'écran de l'invitation du calendrier que j'avais envoyé à Lorraine, avec l'heure, le lieu et mon mot. J'organisais un appel client. On se retrouve vers 14h30. J'apporte du vin. Elle était datée de 2 jours avant Thanksgiving. Juste à côté, une série de SMS où je lui demandais de confirmer que je pouvais passer. Dans sa réponse, elle avait écrit « Parfait. À plus tard, ma belle ». La simplicité de ces mots me retourna l'estomac, incrédule. Russell avait-il pu transformer la vérité en son contraire si facilement? Il avait semé le mensonge dans un champ fertile et persuadé tout le monde de le récolter. J'ai organisé les preuves dans des dossiers numériques, puis je les ai partagés avec Kendra, qui a immédiatement perçu leur pouvoir. C'est de l'or, a-t-elle dit, la voix fredonnant dans le haut-parleur. On peut encore construire un épisode suivant autour de ces reçus, anonymement. Ou allons-nous laisser tomber des noms? J'ai hésité, le doigt planant sur le clavier. Nommer des noms signifiait des dommages irréparables à des relations autrefois chères à mon cœur. Mais l'anonymat s'était déjà révélé impuissant à protéger les innocents. Le père de Lorraine s'était reconnu dans les détails en faisant défiler les pages. Il était temps de lever le voile. Utilise tes vrais noms, ai-je dit à Kendra. Me voler. Que le monde voit qui a fait ça? Son halètement à l'autre bout du fil me fit frissonner. Tu es sûr? J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis massé les tempes. J'en suis sûr. Nous avions programmé l'épisode pour lundi matin. En attendant, j'ai décidé de compiler un dossier personnel pour Lorraine elle-même, un compte rendu chronologique sans phare des événements. J'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur et je l'ai intitulé « Incident de Thanksgiving, fait, date et message ». En tapant, je me suis senti calme et concentré. Chaque clic de clavier était un acte de récupération. J'ai listé nos échanges de messages, les fils de discussion par email et le texto de Massy s'excusant que papa ait perdu la boule cette année. J'ai inclus le message vocal de Patricia se moquant de ma carrière de designer. Sérieusement, Marcus? Quand j'avais ton âge, je dirigeais 3 concessions. J'ai retranscrit le fil de discussion de Darren, flottant entre plaisanteries et selfies dans la salle à manger. En relisant tout ça, j'ai ressenti un frisson, non pas de peur, mais de lucidité. Je ne serais plus la seule à porter ces souvenirs. Ils vivraient en noir et blanc, inaccessibles à la mémoire tremblante ou à la manipulation paternelle. Ce soir-là, j'ai travaillé tard jusqu'au petit matin. Freya et Odin, affalés par terre, la tête posée sur leurs pattes, m'observaient à travers leurs paupières lourdes. J'ai fermé mon ordinateur portable d'un léger clic à 3 heures du matin, j'ai imprimé le dossier sur du papier blanc impeccable et je l'ai partagé numériquement avec Kendra pour qu'elle puisse le joindre à l'épisode du podcast. Puis j'ai rassemblé les copies physiques, les ai placées dans une enveloppe que j'ai adressée à Lorraine. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine pour la déposer dans sa boîte aux lettres le lendemain matin. Le dimanche matin, l'aube était grise et pluvieuse. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de mon manteau et je suis sorti. Des chiens me suivaient en laisse. L'air vif était purifiant, comme si je me libérais des mensonges étouffants de la famille. Devant l'immeuble de Lorraine, j'ai hésité devant sa boîte aux lettres, les mains tremblantes. J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur, les rabats se fermant dans un léger murmure, et je me suis attardé un instant, respirant profondément. Puis je me suis retourné et je suis parti, mes bottes crissant sur le béton humide. De retour à la maison, j'ai préparé le petit déjeuner, des œufs et des toasts, et j'ai ouvert mon ordinateur portable sous un flot de messages. L'épisode du podcast était sorti tôt et la narration de Kendra l'a introduit sans détour. Hier, nous avons partagé l'histoire d'un homme à qui on avait dit qu'il n'était pas invité à Thanksgiving. Aujourd'hui, nous apportons les reçus complets, les SMS, les courriels, les messages vocaux et l'identité des responsables. Un lien vers le dossier numérique se trouvait ci-dessous, disponible en téléchargement. J'ai cliqué dessus, m'attendant à être indigné ou à me défouler. Au lieu de cela, j'ai trouvé un flot d'auditeurs choqués par les captures d'écran et les voix. Les commentaires ont afflué. C'est aussi l'histoire de ma famille, disait l'un d'eux. Merci de nous avoir donné le courage de parler, écrivait un autre. J'ai fait défiler la page jusqu'à tomber sur un message d'un ancien voisin de Russell, celui-là même qui avait confirmé des bribes de notre histoire sur les réseaux sociaux. Il avait raconté comment il avait observé l'exclusion d'April à l'adolescence,
et maintenant il partageait ses propres souvenirs de l'accueil froid de Laurence lors des rassemblements de quartier. Le vent avait tourné contre eux, et pour la première fois, j'ai ressenti l'intensité du rejet collectif. Mon téléphone a vibré, une notification de messagerie vocale a retenti. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à entendre Lorraine, mais j'ai entendu la voix d'April. Marcus, je viens de lire le message et de télécharger le dossier. Merci. Je n'arrive pas à croire que nos histoires soient partagées. Tu m'as redonné espoir. Ma poitrine s'est serrée de gratitude lorsque j'ai répondu immédiatement. Merci d'être à mes côtés. Ensemble, nous changeons l'histoire. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine a illuminé l'écran. Mon pouce a plané. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Marcus ». Sa voix était faible, hésitante. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « J'ai bien reçu ton colis. » Mon cœur. Tu l'as lu, demandai-je doucement. Oui, répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Chaque mot. Je l'imaginais seul dans son appartement, lisant les vérités crues que j'avais exposées. Je me préparais à la colère ou au déni, mais au lieu de cela, elle dit « Je suis vraiment désolé. » Je ne m'en étais jamais rendu compte. Sa voix s'est affaiblie. J'ai fermé les yeux, laissant l'instant s'étirer. Je sais, ai-je dit. Je voulais que tu le vois comme je l'ai vu. Elle a inspiré brusquement. Merci de me l'avoir montré. Sa voix s'est brisée. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Un nœud s'est dénoué dans ma poitrine. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je dit. Je suis là si tu veux parler. Nous avons terminé l'appel en douceur. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé l'épuisement m'envahir. La fatigue du combat et l'euphorie de la vérité enfin libérée. Mon regard a croisé la queue remuante de Freya qui me donnait un coup de coude au genou. J'ai souri et l'ai gratté derrière les oreilles. À cet instant, j'ai compris que les preuves étaient plus que des preuves. C'était le pont entre la trahison et la responsabilité. J'avais rassemblé les reçus, les avais mis à nu, et ce faisant, j'avais repris possession de mon récit, et peut-être du sien aussi. Je me suis levé et je me suis étiré, sentant les premiers signes de soulagement fleurir dans ma poitrine. Dehors, la bruine avait le temps s'est arrêté, et un léger soleil filtrait à travers les nuages, promettant le calme après la tempête. J'ai éteint mon ordinateur portable et suis sorti sur le balcon, respirant l'air frais, prêt à affronter la suite. Le jour où la lettre est arrivée, le ciel était de ce même bleu pâle que j'avais fini par associer aux révélations inattendues. Calme en surface, masquant des courants turbulents. J'étais à ma table à dessin, écouteurs sur les oreilles, en train de peaufiner un logo pour un nouveau client, lorsque la fente à lettres a claqué et qu'une enveloppe a glissé par terre. Freya a aboyé et Odin a tapé de la queue contre le pied de ma chaise, tous deux m'incitant à enquêter. J'ai enlevé mes écouteurs et me suis levé, enjambant des croquis épars pour ramasser l'enveloppe. C'était du papier épais couleur crème et l'élégante écriture de la mère de Lorraine était bouclée sur le devant. Pas d'adresse de retour, seulement sa signature. Mon cœur battait la chamade lorsque je l'ai ouverte et en ai retiré un mot plié. L'écriture de Patricia Renfort était précise, chaque lettre mesurée et nette. Marcus, j'ai lu les commentaires et j'ai vu des preuves. Je n'avais pas réalisé à quel point notre silence et notre complicité avaient été blessants. J'ai toujours cru qu'en restant à l'écart, je préservais la paix. J'avais tort. J'ai failli à votre devoir envers vous et envers ma fille. Je n'attends pas de pardon, mais j'avais besoin que vous sachiez que je le vois maintenant. Patricia. Je me tenais dans l'appartement silencieux, le mot tremblant dans ma main. Patricia, toujours l'image même de la civilité posée, avait enfin retiré son masque. Je me souvenais de ses sourires polis lors des réunions de famille, de ses changements de sujet rapides dès que j'évoquais un projet difficile ou un appel client tard le soir. Elle avait ri à mes blagues, mais jamais de mes sentiments chaleureux. Sa courtoisie masquait son jugement. Cette seule phrase, je le vois maintenant, faisait l'effet d'un ciseau frappant la pierre, semant la place pour un sincère remords. Je m'appuyai contre la table, expirant lentement et relus le mot. Pas d'excuses, pas d'apitoiement sur soi, juste une reconnaissance. C'était une petite chose, peut-être juste des mots sur le papier, mais dans un paysage de déni et de tromperie, c'était monumental. J'imaginais Patricia debout. Dans son élégante cuisine, une épingle à la main, luttant avec sa conscience assez longtemps pour présenter des excuses à Inc. J'imaginais l'incertitude qui la hantait.
Allais-je jeter la lettre? La lire et l'ignorer? Au lieu de cela, je la pliai soigneusement, la plaçai à côté de celle que j'avais écrite à Lorraine et la laissai reposer sur la pile de preuves qui avait autrefois symbolisé ma colère et ma trahison. À présent, ces pages me semblaient un peu plus légères, comme si les mots de Patricia avaient commencé à alléger le poids que je portais. Ce soir-là, je me servis un verre de vin, la même marque que j'avais offerte le matin de Thanksgiving, et le levai discrètement un toast à l'enveloppe posée sur ma table. Freya et Odin se pressèrent contre mes jambes, et je caressai leur fourrure, pensant au pardon et au lent travail qu'il exige. Je ne savais pas si je pourrais un jour faire à nouveau pleinement confiance à Patricia ou à la famille de Lorraine, mais je ressentis les prémices de quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des semaines. L'espoir. Plus tard, je rédigeai un bref mot en réponse. Merci pour votre honnêteté. Cela signifie plus que tout. Que vous ne le pensez. J'espère que c'est le début d'une nouvelle conversation. Je l'ai laissé sur le comptoir de ma cuisine, sachant que, qu'elle le lise immédiatement ou non, les mots étaient prononcés. Dans cette douce reconnaissance, j'ai compris que la guérison ne commence pas par de grands gestes, mais par de simples vérités mises au jour. Et pour la première fois depuis ce matin amer de Thanksgiving, j'ai cru que nous pourrions retrouver une table où le silence ne pleuvait plus. 1 an plus tard, je me tenais dans la douce lueur de ma propre salle à manger. L'odeur de dinde rôtie et de sauge flottait dans l'air comme une promesse enivrante. Mes 2 chiens adoptés, Freya et Odin, étaient affalés à mes pieds tandis que je dressais la table, les mains s'activant sur ma mémoire musculaire, dressant la purée de pommes de terre dans un bol en céramique à motif, disposant les haricots verrants. Une rangée soignée à côté des patates douces au beurre. La table était plus petite que celle de la maison d'enfance de Lorraine, mais c'était précisément le but. Cette fois, je n'aurais pas besoin d'un espace caverneux pour prouver ma valeur. J'avais choisi chaque personne assise ici, et ils m'avaient choisi. Au fil du temps au cours de l'après-midi, April arriva la première, portant une tarte à la citrouille à la croûte grillagée qu'elle avait elle-même préparée. Elle entra, les yeux brillants, et me serra dans ses bras, une solidarité plus profonde que les mots. Ça sent incroyablement bon, dit-elle en posant la tarte sur le buffet. Kendra arriva quelques instants plus tard, jonglant entre un plat à gratin et un gâteau au café, son énergie rayonnant de confiance tandis qu'elle se précipitait dans la cuisine. Ensemble, nous échangeâmes des anecdotes sur l'année écoulée. La relation renouée d'April avec sa mère, la façon dont le podcast de Kendra était devenu une plateforme pour d'innombrables autres personnes réduites au silence par la cruauté familiale. Leur présence ici témoignait de la nouvelle famille que nous avions choisie, bâtie sur les débris d'anciennes trahisons. Ensuite vint Jem, mon voisin du couloir, une bouteille de vin à la main et un sourire timide. Il m'avait confié des mois plus tôt que ses propres réunions de famille avaient toujours été tendues, et il était reconnaissant d'une invitation où il pouvait rire sans crainte d'être jugé. Jem a glissé une miche de pain au romarin chaude sur la table et a trouvé sa place à côté d'April. Tandis que je remplissais les verres de vin et versais la sauce sur la dinde, j'ai réalisé combien cette sensation était différente de la douleur de l'exclusion de Thanksgiving dernier. Je n'attendais plus dans la voiture, le cœur battant, à me questionner sur ma valeur. Maintenant, j'étais là, au centre, à partager ma gratitude avec ceux qui avaient prouvé leur loyauté. Une fois tout le monde assis, je me suis levé et j'ai regardé autour de la table. Ma voix s'est brisée, mais je me suis efforcé de rester calme. Merci, ai-je commencé à dire. Il y a 1 an, je me demandais si je ressentirais à nouveau un tel accueil. Tu m'as cru quand on me réduisait au silence, tu m'as soutenu quand on m'appelait sans invitation et tu m'as rappelé que la famille ne se définit pas toujours par le sang. Les verres se sont levés à l'unisson. Les yeux d'April brillaient de larmes et Kendra m'adressa un sourire encourageant. Jem a hoché la tête, l'air sincère. J'ai pris une gorgée de vin, sentant sa chaleur se répandre en moi comme un sud apaisant. Pendant que nous mangions, la conversation s'est déroulée sans difficulté. Des histoires de nouveaux clients, des plans de voyage, les derniers épisodes de podcast, la découverte de cousins depuis longtemps par Avril qui a contacté après avoir entendu son histoire, et Jem intégrant de l'intérêt pour la cuisine, inspiré par mes propres expériences. Le rire a traversé la table, authentique et non gardé, ponctué par le tintement des couverts et le vin doux de Freya en train de supplier un morceau. À un moment donné, Avril leva son verre. À Marcus, a-t-elle dit, pour nous rappeler à tous que dire la vérité signifie parfois briser quelques plats, et qu'une table cassée peut être reconstruite plus forte qu'auparavant. Nous avons bu, le toast résonnant dans ma poitrine comme un cri de victoire. Plus tard, alors que le soleil plongeait bas dans le ciel,
qu'Indra et Avril s'attardaient dans la cuisine, lavant la vaisselle côte à côte et parlant de leur prochain projet conjoint. Jem et moi avons nettoyé la table des assiettes, les empilant avec une compétition ludique pour voir qui pourrait porter la plus haute pile. Freya et Odin nous ont suivis, espérant des morceaux abandonnés. Debout là au milieu du cliquetis des plats, du doux bourdonnement de la conversation et de la lumière décolorante, j'ai ressenti le poids final de cet ancien rejet de mes épaules, j'ai réalisé que j'avais créé une nouvelle tradition, celle construite sur le respect mutuel, l'honnêteté et le choix. Lorsque la soirée s'est blessée, j'ai éteint les lumières de la cuisine et j'ai regardé la table vide, maintenant nettoyée et essuyée. Dans sa surface lisse, j'ai vu des réflexions de face qui comptaient le plus. Des amis devenus de la famille. Personne ne m'avait dit de rentrer chez moi. Personne ne m'avait laissé debout à l'extérieur. Au lieu de cela, ils avaient tiré une chaise, m'ont accueilli et m'ont rappelé qu'un siège à la table n'était jamais une question de droit, mais d'être vu, entendu et apprécié. J'ai exhalé un soupir silencieux de contentement, chuchoté un doux merci à la mémoire de chaque véritable allié, et je me suis éloigné, certain que cette Thanksgiving et tout le monde après auraient toujours de la place pour ceux qui m'ont choisi comme je les avais choisis.